On se retrouve aujourd'hui pour parler de Make et Makefile. Avant ça, il y a des choses importantes à connaître. C'est quelque chose dont on n'a jamais parlé jusqu'à présent, en tout cas, c'est la compilation. La compilation, on connaît, c'est quand on prend GCC, qu'on met notre code en C, et ça nous rend un fichier exécutable qu'on peut utiliser. Donc notre programme, concrètement. Mais en fait, il se passe plein de choses quand vous utilisez GCC. Il y a plein de petites étapes et vous avez tendance, moi aussi, hein, à utiliser que la dernière étape. Le reste, on s'en fiche la plupart du temps. Mais là, pour bien utiliser Makefile, bah, il y a une des étapes qui va être importante et donc c'est important de comprendre un petit peu comment ça fonctionne sous le capot, si je puis dire. Il y a plusieurs étapes, il y en a quatre. Il y a le préprocesseur, la compilation, l'assemblage et alors j'ai décidé de garder le nom en anglais, le linkage. euh, c'est pour lier en français, on dirait, lier les choses ensemble. Mais j'ai préféré garder le terme anglais que je trouvais un petit peu plus facile entre guillemets. Le préprocesseur, qu'est-ce qui se passe dans cette étape-là? Donc, quand vous utilisez GCC, je vous ai dit, il y a ces quatre étapes-là, et la première étape, c'est le préprocesseur. Bah, en fait, c'est assez simple. Déjà, première chose, ça enlève tous les commentaires. Tous les commentaires que vous avez pu mettre, bah, le GCC, il sait que ça ne lui va pas lui servir pour le fichier exécutable. C'est pas quelque chose qu'il doit interpréter pour du code, donc il l'enlève. Alors vous, vous le gardez dans votre fichier source en .c, hein, ça bouge pas, mais il enlève tous les commentaires. Ensuite, il va prendre tout ce qui est mis avec dièse include, que vous connaissez par exemple, stdio.h, qui vous permet d'utiliser les fonctions du type printf, scanf, puts, etc. Mais ça, s'il y en a d'autres, hein, ça va les inclure aussi. Donc, string.h, stdlib.h pour malloc, les choses comme ça, et plein d'autres qui existent, hein, ball.h et j'en passe. Mais aussi, on va dire, dans les include, les librairies que vous avez créées vous-même, les header files que vous avez vous-même créés, où vous avez mis vos fonctions euh, que vous avez fait vous-même, quoi, pas celles définies par défaut d'une librairie. Donc si vous avez créé une fonction, je sais pas, nous on va voir un exemple avec addition, par exemple, et ben on aura un addition.h, et ça c'est quelque chose que moi-même j'ai créé, c'est ma propre librairie, et dedans il y a la définition d'une fonction qui permet de faire une addition. Il va aussi prendre tout ce qui est concrètement avec des dièses qui servent à faire des define ou tout ce qui est macro, etc., qu'on n'a pas trop vu dans les vidéos précédentes que j'ai pu faire. Mais concrètement, il va prendre aussi tout ça et il va l'utiliser pour tout mettre ensemble pour que le programme fonctionne concrètement. Ensuite, on a une autre étape qu'on appelle la compilation. Alors, c'est vrai que c'est un nom un peu bizarre puisque on parle de faire la compilation, mais c'est le vrai mot utilisé dans cette étape-là. En fait, ici, c'est la conversion du code dans le langage assembleur. Alors l'assembleur, si vous ne connaissez pas, concrètement, c'est comme des instructions, si vous voulez, pour votre CPU. Et c'est votre CPU qui fait les calculs et qui fait le travail, on va dire, en interprétant le fichier exécutable. Et c'est pour ça aussi que concrètement, vous avez des fichiers exécutables que vous n'avez pas créé. Par exemple, vous téléchargez un jeu vidéo. Ce jeu vidéo, il peut être lancé sur votre machine, mais vous n'avez pas les lignes de code derrière, vous n'avez pas le code source, puisque ça, c'est la propriété intellectuelle de l'entreprise qui a fait le jeu vidéo, par exemple. Et du coup, à ce moment-là, en fait, vous avez ce fichier exécutable qui va envoyer, entre autres, des instructions à votre CPU et ce sera en assembleur. Donc, si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble, on regardera après, mais ça ressemble à ça. C'est le dernier niveau qu'un humain peut lire. Après, c'est du langage machine. Et le langage machine, ça, pour le coup, c'est pas lisible. C'est comme si vous essayiez de lire du binaire, les 1, 0, 1, 1, 0, 0, etc. Bon, bah, techniquement, oui, vous pouvez savoir ce que c'est, mais enfin, on peut savoir, on peut essayer de traduire, mais c'est vrai que concrètement, c'est pas lisible. Que là, c'est les dernières étapes lisibles. C'est le plus bas langage enfin, dans lequel on peut écrire du code, parce que vous pouvez écrire de l'assembleur pour le coup. Et surtout, nous, on l'a déjà vu sur cette chaîne particulièrement, parce qu'on fait souvent des petits challenges de reverse engineering, puisqu'il ne faut pas oublier que le but de cette chaîne, c'est plus la sécurité informatique de base. Et du coup, il nous arrive très régulièrement de faire des challenges avec du reverse engineering, et dedans, on a en fait vraiment la chose le plus bas niveau, pardon, qui est l'assembleur. Et
On le verra dans un exemple, mais en gros, l'assembleur, il va manipuler ce qu'on appelle des registres. Les registres, c'est des endroits dans votre CPU, vous voyez ça comme des petites cases qui vont être utilisées pour faire des calculs. Donc on va mettre des valeurs dedans, on va les bouger, on va faire des calculs grâce à ces registres, parce que c'est la manière la plus rapide de procéder. Donc ça, c'est la dernière étape humainement parlant, donc c'est une étape assez importante. Ensuite, on a l'assemblage. Alors, l'assemblage, c'est parce que justement, on prend ce qui est en assembleur, donc en fichier .s, pour en faire des fichiers objets, des object files en .o. Donc là, ça y est, on quitte définitivement le monde des humains pour aller dans le langage machine. Donc à partir de là, on ne peut plus lire réellement ce qu'il y a écrit, ou en tout cas le comprendre. C'est surtout ça la chose. C'est qu'à la limite, on pourrait le voir, on pourrait le sortir, le produit de ça, de cette étape-là, mais c'est juste que bah, nous, humains, on va pas en faire grand-chose. Et enfin, il y a la dernière étape, le linkage, que vous connaissez tous, puisque c'est justement l'étape que vous utilisez, et que moi aussi j'utilise tout le temps, en ne faisant GCC, je mets mon programme en .c, et bah, si j'ai un des header files, je les mets aussi, et ça me sort un fichier exécutable. Donc ça va prendre notre point .o, c'est ça une étape importante à comprendre, hein, c'est que ça va prendre notre fichier en point .o et que ça va la rendre exécutable. Donc on aura bah, notre a.out, par exemple, si on a décidé de ne pas mettre de nom. Et si, comme dans la plupart de mes vidéos, bah, je mets des noms, bah, en utilisant l'option "-o", eh ben, ça aura le nom là pour l'exécution. Mais dans le doute, on va revoir tout ça, mais en pratique avec un petit programme très simple. On se retrouve maintenant sur ma machine Linux avec VMware. Et ici, en fait, on a deux choses dans ce dossier. On a en fait un programme en .c, enfin un code, un fichier en .c, pardon, et un header files qui est addition.h, dont je vous ai rapidement parlé. Donc ici, si on regarde notre fichier easy.c, c'est un programme très très simple, très très bête. On déclare trois int, A, B et C. C, en fait, utilise une fonction pour additionner A et B. Et la fonction, elle est définie dans le fichier .h. Donc j'ai bien mis le include avec les guillemets addition.h. Et à partir de là, et bien du coup, j'ai justement, enfin dans pardon, addition.h, j'ai la définition de la fonction. Donc quelque chose de très simple qui sert à rien parce qu'en plus il ne ressort pas et il va pas l'écrire là dans le terminal. Je pourrais donc le compiler en utilisant GCC. Donc du coup il faudrait que je fasse easy.c addition.h et donc du coup je pourrais mettre en output easy. Et donc bon, si je lance easy, bah, rien ne va sortir, c'est normal, puisqu'en fait il fait le calcul, mais à aucun moment je lui précise de utiliser un printf ou autre, puisque je n'ai même pas inclus stto.h par exemple pour un printf. Ok, donc maintenant je vais supprimer, on va passer plus sur le terminal, d'accord? Hop, je vais rm mon easy, donc comme ça j'ai plus en fait que mon easy.c et mon addition.h, et on va faire, je vais vous montrer juste les différentes étapes pour voir ce que ça produit en fait comme résultat. Donc par exemple, j'utilise gcc.-e majuscule, je fais easy.c, et ici, en output, il faut que ça soit un fichier en .i. Enfin, ça va être ça l'output, mais je veux qu'il s'appelle easy pour que je puisse le retrouver plus facilement et que c'est le même nom que le fichier source. Donc si je fais ça, effectivement, je vois que bah, tout est bien sorti. Je vais en profiter juste peut-être pour faire un zoom, je me rends pas compte. Allez, un petit zoom au cas où, parce qu'on m'avait dit que des fois on voyait pas très bien. Normalement, un, c'est pas trop abusé. Et donc, du coup, bah, on peut essayer de regarder hein, notre fichier easy.i. Alors, je crois que ça va produire pas mal de choses, donc je vais peut-être faire more easy.i. Ouais, il n'y a pas grand-chose parce que j'utilise pas de librairie particulière. Mais en fait, voilà, le fichier .i à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est intéressant. On voit que malgré que j'ai pas mis mon header files, mais comme il y a un include, et ben, en gros, ici j'ai mon main, donc je le connais très bien. C'est ce que je vous ai montré, mon .c. Et j'ai aussi ici mon .h. Alors là, c'est assez court. J'ai quand même fait la commande more
au cas où, parce que c'est vrai que j'ai rien mis dedans, mais si vous mettez par exemple, si vous essayez de reproduire ça pour le voir sur un programme à vous, et que vous avez mis par exemple un include string.h, stdio.h, stdlib, bol.h et j'en passe, bah là vous allez avoir beaucoup de contenu. Donc je vous recommande de ne pas faire forcément cat, mais de faire more ou less, comme vous voulez. Maurice Less, hein, les utilisateurs de Linux, vous me comprenez. Mais bon, voilà, bref. En tout cas, on voit que dans cette étape-là, effectivement, le préprocesseur, bon, j'avais pas mis de commentaires, j'aurais pu en mettre, mais il garde pas les commentaires et il prend tout ce qui est dans include. Et dans include, bah, il n'y a qu'une seule chose, moi dans mon cas, parce que c'est un cas très simple, il y a la fonction addition dans addition.h, qu'on retrouve ici. Ok. Du coup, je vais quitter ça. Hop. À partir de là, donc on a dit première étape préprocesseur, si j'arrive à parler, pardon. La deuxième étape, compilation. Donc techniquement, on peut faire gcc-s majuscule, et là on pourrait prendre juste easy.c, ou alors on peut faire aussi, puisqu'on a le easy.i, on pourrait aussi le sortir comme ça. Donc je vais juste aussi de la même manière bien mettre un point S, parce que c'est S pour assembleur, assembly en anglais. Et ici, si je regarde, voilà, ça me l'a bien produit. Là aussi, je pense que ça devrait pas être trop gros. Je me rends pas compte, on va voir. Donc voilà. Là, donc c'est pas trop gros, effectivement. Ici, en fait, on a l'assembleur. Donc, ici, ça peut vous paraître très obscur. En plus, malheureusement, j'ai pas mis de précision pour que ça soit sous Intel l'écriture. Donc, on est sur l'horrible chose qui existe là actuellement. Mais bon, ça, c'est un détail pour ceux qui sont intéressés par l'assembleur et autres. Et en fait, bah, ça reprend la structure d'un fichier que vous pouvez écrire vous-même en assembleur. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit là? Et ben, en fait, ici, ça, c'est main, c'est donc notre fichier main qui a été traduit, nos lignes de code ont été traduites en assembleur. Et alors, là, ça ne vous parle pas, mais en gros, on voit ici que, vous voyez, j'ai une valeur 1 et 2, et en fait, c'est les mêmes valeurs que j'avais ici, A égale 1 et B égale 2. Mais en fait, elles ont été bougées à l'intérieur d'endroits, on va dire, dans la mémoire. Et ensuite, dans les deux lignes suivantes, ici, ces valeurs, donc 1 et 2 qui étaient à un endroit dans la mémoire, et ben, elles ont été bougées à l'intérieur de ce qu'on appelle un registre, donc EDX et EAX. À partir de là, elles sont de nouveau bougées à l'intérieur d'autres registres, donc de EDX vers ESI, de EAX vers EDI, et on fait un call de la fonction addition, parce qu'effectivement, dans mon C, je lui disais, bah, tu me mets, en fait, j'ai besoin du résultat de addition. Et addition, en fait, il est ici, juste au-dessus. Donc, encore une fois, notre code en C a été traduit en assembleur. Là, de la même manière, cette fois, alors on voit pas les paramètres 1 et 2, mais concrètement, on voit que ce qui est bougé ici, bah, c'est bien les EDI et ESI, donc on retrouve ici. Donc les registres, en fait, l'ordinateur, il a bougé plein d'informations à l'intérieur de certains registres, parfois plusieurs fois, pour les mettre dans des espaces de mémoire, avant de les repasser dans d'autres registres qui servent à faire le calcul. Et justement, le calcul, il est résumé dans cette ligne-là, avec le add, donc add pour addition, où en fait, il additionne le contenu du registre EAX et le contenu du registre EDX. Et ensuite, il termine ici, avec pop, RBP, etc. Il termine en fait et ret, hein, il termine le programme, enfin la fonction addition, et il retourne le résultat dans le main. Donc ça, c'est un peu ça le flow à suivre. C'est pas très important à connaître si vous n'êtes pas intéressé ni par le reverse, ni par créer des petites choses en assembleur, puisque l'assembleur, ça reste quand même pas très utilisé. Alors j'ai envie de dire pas très utilisé, il y en a, ils vont me tomber dessus forcément pour me dire mais si c'est très utilisé. Bon, la plupart des gens qui font de l'IT n'utilisent jamais de l'assembleur, à part ceux qui travaillent peut-être dans l'IoT, qui font de la sécurité informatique, et encore même dans la sécurité informatique, des choses très précises dans la sécurité informatique. Donc bon, c'est pas très grave si vous n'avez pas tout compris, mais au moins vous savez qu'il y a cette étape-là et qu'il y a une traduction et que tout ça, ça sert surtout à votre CPU pour réaliser les opérations qu'il doit faire.
Donc ça, c'était l'étape de la compilation. Et maintenant, on va aller dans l'étape, concrètement. Donc là, on a notre fichier en .i, notre fichier en .s. On va aller dans l'étape d'assemblage. L'étape d'assemblage, donc, c'est là où on va créer, à partir de notre fichier en .s, un fichier en .o, en object files. Donc c'est là où on quitte enfin le territoire de l'être humain, si je puis dire. Donc là aussi, pareil, hein, je peux faire GCC. Alors je pourrais faire, donc il faut utiliser "-c". Je pourrais faire par exemple easy.c et ça fonctionnerait aussi, mais je peux prendre aussi directement, puisque comme c'est des étapes qui se suivent, mon fichier en .s et pareil en output, je vais faire easy.o parce que c'est un object file, donc ça finit en .o. Donc là, si je fais ls, et là, vous voyez, si j'essaye de le lire, bah, ça me donne quelque chose d'un peu bizarre. Si je regarde avec Vim, plutôt, on verra d'autres choses. Vous voyez qu'ici, là, il se passe plein de choses, des choses qu'on ne voyait pas avec Cat parce qu'il les ignore, mais il y a plein de choses qui ont l'air d'avoir changer, mais en fait, c'est des caractères qui ne peut pas sortir. Donc c'est pour ça, en fait, que Cat bah, nous faisait un texte plus court, parce qu'il y a quand même des chaînes de caractères qui ne bougent pas. Mais concrètement, il y a beaucoup de choses là qui ne peuvent pas sortir. Donc c'est ça, les arrobases avec les accents circonflexes, etc. Ou parfois il y a quelques chiffres par-ci par-là. Bah ça, on ne peut pas le lire. Donc ça y est, on a quitté définitivement le territoire de l'être humain. Alors, s'il veut bien me permettre de quitter, euh, hop, pardon, hop, dans le doute, j'ai rien sauvegardé. Et enfin, on a notre dernière étape, alors que nous, on connaît parce qu'on utilise souvent comme ça, easy.c. Bon, là, il faut bien ajouter aussi addition.h. Et donc là, bah, en fait, ça, si on fait ça, on voit qu'on a notre 1a.out. Donc je pourrais le sortir. Encore une fois, il fait rien, il n'y a pas de print ou autre. Donc c'est normal. Mais en tout cas, ça a marché, ça a bien compilé. Mais sinon, à partir de notre object file, ça c'est vraiment la chose importante à retenir, j'ai envie de dire, bah, c'est de prendre notre easy.o. Et là, bah, en output, je vais faire juste easy tout court, sans point, sans rien, puisque c'est notre fichier exécutable. Si je fais file easy, il me dit bien ELF 64 bits, LSB, machin, etc. Donc 64 bits, bah, c'est par rapport à mon système, ça dépendra de votre système. Bon, il y a quand même plus de chances que vous soyez sur un 64 qu'un 32, mais bon, on ne sait jamais. ELF, c'est pour dire que c'est un fichier pour Linux, parce que je suis sur Linux, je suis sur Parrot OS, si vous voulez savoir la précision. Donc là, encore une fois, bah, je peux sortir mon easy, ça sera la même chose que mon point .out ici, comme ça, que je peux comparer aussi en faisant file.out. Et pareil, il me dit la même chose, hein, ELF, machin, etc., not stripped, ELF, etc., not stripped. Donc, voilà un petit peu ces étapes-là. Et on va voir que, en fait, là, dans un petit programme, hein, parce que concrètement, j'ai quoi, moi? J'ai juste addition.h et easy.c. Donc j'ai deux fichiers. C'est vachement facile. Si là, tout de suite, maintenant, je dois faire une modification dans addition.h, bah, je m'en fiche de faire gcc, easy.c, du coup, bah, j'ai plein de points easy.c, addition.h, je m'en fiche de refaire ça. Mais, il se trouve que parfois, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Si je reviens un peu en arrière, hop, ici, c'est, si vous voulez, on a fonction.c, fonction.h, bon, mon programme parce que je l'ai déjà compilé au moins une fois, src.c et struct.h. Donc en gros, j'ai quatre fichiers que je dois faire. Donc si je dois compiler de nouveaux programmes, je dois faire gcc fonction.c, fonction.h, src.c et struct.h. Et du coup, en output, bah, du coup, programme. Et là, je peux lancer mon programme directement. Bon, si vous vous souvenez potentiellement, si vous avez regardé les précédentes vidéos, vous savez que ces choses-là, la fonction.c, fonction.h, src, etc., c'est ce qu'on a utilisé pour faire la stack, la vidéo sur reproduire une stack et parler des chaînes listées, linked list. Donc c'est ces programmes-là. Et à l'époque, quand j'ai fait la vidéo, je vous ai dit, c'est normal si je structure dans plein
de petites choses, parce que déjà ça me simplifiait la vie, mais j'ai surtout séparé les fonctions, le fichier source et les structures, etc., pour préparer cette vidéo. Parce que là, on arrive dans une problématique. Enfin, et encore, c'est un programme, encore une fois, relativement simple aussi, mais imaginez maintenant que vous travaillez sur un logiciel très important, que vous êtes en train de développer un logiciel, je ne sais pas, qui fait de l'analyse chartiste, par exemple, donc qui prend les cours de bourse pour les représenter graphiquement. Vous n'allez pas avoir trois fichiers, vous n'allez même pas avoir 4, 5, 6, vous allez avoir peut-être des dizaines et des dizaines et des dizaines. Donc si à chaque fois vous devez refaire cette commande-là, et en plus, il faut comprendre que là, moi, ça va relativement vite, vous voyez, ça prend peut-être un dixième de seconde, même pas, mais imaginez des choses avec des tailles gigantesques, avec plusieurs milliers de lignes de code. Bah, là, vous n'allez pas vous amuser à recompiler tout, parce que ça va vous prendre du temps. Et puis en fait, c'est pas du tout. Enfin, oui, déjà, ça va vous prendre du temps, et c'est pas du tout optimisé, quoi. Et c'est là où, justement, on va créer un fichier makefile. Voyons déjà, du coup, la théorie de make et de makefile. Déjà, premièrement, petit rappel, donc l'objectif, c'est de compiler uniquement ce qui est nécessaire et pas de devoir à chaque fois refaire toute la commande avec GCC, etc., qui pourrait être compliqué dans le cas où on a des milliers de lignes de code et plein de fichiers en .c, plein de fichiers en .h. Euh, donc il y a deux éléments. Il y a make et makefile. Make, c'est la commande dans le terminal, alors que makefile, c'est le fichier qui est nécessaire pour faire fonctionner la commande make. Donc on va voir là déjà la théorie surtout de comment on crée ce fichier makefile avant d'illustrer un peu mon propos avec nos exemples sur notre programme qui reste simple mais qui a été fait sur les structures. Donc Makefile. En gros, il y a une structure à respecter à l'intérieur du Makefile qui se présente sous cette forme-là. Target, les composants et une ligne en dessous avec une tabulation, ça c'est très important. Il y a les commandes GCC. Alors il faut savoir que, petite précision, make et makefile ne servent pas uniquement à C. Ça peut servir à C++, ça peut servir sur du PHP. Vous pouvez même exécuter des commandes bash, vous pouvez faire des échos, des choses comme ça à l'intérieur en soi du Makefile. Mais nous, bien entendu, bah, ce qui nous intéresse là actuellement, c'est le C. Donc, quand on parle de target, en fait, c'est un nom qui va être utilisé quand on va utiliser notre commande. Quand on va utiliser la commande make, on va lui préciser make le nom de la target. Et lui, du coup, il va regarder à l'intérieur du makefile qu'est-ce qu'il a besoin comme composant et ensuite qu'est-ce qu'il doit faire comme commande. Donc les commandes GCC. Les composants dont je parle, en fait, c'est les fichiers en .o, les object files, si vous voulez. Alors les object files, hein, pour rappel, on l'a vu, c'est pour ça qu'en fait, je vous ai parlé de toutes ces étapes de la compilation, c'est parce qu'en fait, on a besoin de lui préciser que c'est les .o. Donc il y aura besoin aussi, potentiellement, de lui préciser comment on fait ces points hauts? Parce que à la base, il les a pas. Donc on va devoir lui préciser de nouveau, toujours sur le même format de target, composant, etc. Donc comme ça, lui, il va regarder, imaginons la première règle pour faire notre programme. Il va dire, OK, j'ai besoin de deux object files, donc de deux fichiers en point .o, mais je les ai pas. Comment je fais? Et il va regarder les règles d'après et il va dire, ah, bah effectivement, j'ai quelque chose pour une target avec un object files. Ok, j'ai les commandes qu'il faut aussi les composants dont j'ai besoin. Donc j'ai tout ça et il va regarder ça pour chaque composant et il va réussir à nous faire le target. Donc en fait, au final, ça va toujours être sous plus ou moins le même format. La target, ce dont il a besoin et la commande, attention avec une tabulation. Alors on le verra avec Vim dans la pratique, c'est bien fait parce que du coup, il y a la tabulation automatiquement. Je précise la tabulation parce que en fait, quand on met des espaces, bah, souvent ça fout le bordel, donc voire même ça ne marche pas. Donc il faut vraiment que ça soit une tabulation. Si jamais vous utilisez un autre éditeur de texte autre que Vim. Maintenant, il y a aussi des petits tips et des tricks qu'on va voir, mais en fait, il n'y en a pas beaucoup, mais ça peut être intéressant. Nous, on va déjà voir clean, puisque c'est très utilisé. Ça nous permet d'éliminer certains composants. C'est-à-dire que nous, on a besoin de nos object files uniquement pour faire notre programme. Après, j'en ai pas plus besoin que ça. Donc, à la limite, je peux potentiellement juste les supprimer.
Donc si j'ai besoin de les supprimer, bah, je peux faire une règle clean qu'on verra. Il y a aussi les wildcards. Alors les wildcards en fait c'est quand vous mettez le symbole de la multiplication, le symbole de l'étoile. Si vous utilisez wildcards .o ou wildcards.c, et ben ça va désigner tous les fichiers qui finissent en .c ou tous les fichiers qui finissent en .o. Bon, nous on va pas trop utiliser ça dans notre exemple, mais potentiellement ça peut être utile, surtout si vous mélangez ça avec la commande clean. Parce que par exemple, vous avez généré du coup plein d'object files, mais qui vous servent à rien, et ben du coup, vous pouvez lui dire, bah, supprime-moi tous ces fichiers qui finissent en .o. Et sans avoir à lui préciser à chaque fois, bah, par exemple, c'est fonction.o, c'est src.o, c'est main.o, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bah, vous mettez juste étoile O. Donc vous mettez rm étoile O par exemple. Alors rm, bien entendu, on est sur un environnement Linux, hein. Si vous êtes sur Windows, je crois que c'est Dell ou quelque chose comme ça, enfin c'est différent quoi. Et enfin, quelque chose qu'on va utiliser dans notre petit exemple à un moment donné, on va faire all. Alors all, en gros, c'est pour gérer plusieurs targets. Ça peut être pas mal parce que parfois, quand vous créez votre makefile, bah, vous mettez des choses pas forcément dans l'ordre comme il faut, parce que bah il y a plein de choses. Et du coup, vous pouvez juste faire une règle au tout début qui s'appelle all, et ensuite, là, vous mettez que des targets. Donc, par exemple, si vous voulez générer votre programme, et nous, on va rajouter quelque chose, on va mettre notre programme et notre règle clean. Comme ça, on aura les deux en même temps, et les deux seront exécutés. Vous n'aurez pas besoin d'écrire make all, vous écrirez juste make, et du coup, bah, lui, par défaut, il va regarder all, cette règle-là, qui sera la première règle, et surtout qui s'appelle all, et du coup il va dire, ah bah ok, bah du coup bah je sais pas tu me précises pas ce que je dois faire, et ben je vais faire tout. Et le tout, bah du coup ce sera une liste de targets. Donc on va pouvoir voir ça. On se retrouve du coup dans l'environnement de travail Linux. Donc on a quitté notre fichier easy parce que là on va faire ça sur les structures qu'on avait créées pour les chaînes listées et pour essayer de reproduire une stack relativement simplement. Et du coup, bah là en fait on a déjà deux fichiers C, on a aussi deux fichiers H. Alors on verra que les fichiers H, au final, c'est pas qu'on s'en moque, hein, ils sont importants, forcément, sinon ça marche pas. C'est juste que globalement, comme on va agir sur des object files, bah, n'oubliez pas que les object files, ils ont déjà incorporé normalement les fichiers .h. Ce qui est assez simple ici parce qu'ils sont tous dans le même dossier. Potentiellement, si vous les avez ailleurs, il faut préciser un chemin d'accès, des choses comme ça. Ça peut être un petit peu plus complexe entre guillemets. Il faut juste lui préciser où trouver les fichiers en .h. Mais là, on va pas avoir ce problème-là. Donc je vais utiliser Vim pour faire makefile. Donc Vim makefile, je passe en insert mode et je vais pouvoir commencer. Donc mon objectif, ma target, c'est de faire quelque chose qui s'appelle programme. Pour faire mon programme, j'ai besoin des deux éléments qui sont en point C. Les deux éléments qui sont en point C, qu'est-ce que c'est? C'est fonction et, enfin d'abord déjà, src, qui est en fait un main, mais que je vais appeler src volontairement. Donc ça va être src et ça va être fonction. Mais ce src et ce fonction-là, quand je dois les fusionner pour pouvoir faire mon programme, j'ai besoin qu'ils soient sous quel format? C'est ça la première question qu'on peut se poser. Et bien c'est en object files, donc en .o. Donc je vais avoir besoin de fonction et de src en .o. Du coup, vous voyez, dès que j'ai appuyé sur Entrée, comme je vous disais précédemment, Vim me met une tabulation automatiquement. Parfait. Sinon, c'est moi qui aurais dû le faire, mais c'est pas très grave, mais c'est toujours plaisant. Surtout que Vim n'y fait pas grand-chose d'habitude. Bref. Donc du coup, je vais avoir besoin de quoi? Je vais avoir besoin d'utiliser GCC. Et pour pouvoir faire ça, bah, en fait, je vais mettre gcc src.o, fonction.o. Là, je lui précise pas du coup les header files parce qu'ils sont déjà inclus à l'intérieur donc du coup de ces object files, comme on avait pu le voir dans nos petits exemples avant. C'est pour ça que j'ai pris un peu le temps de vous parler de la compilation avant, c'est qu'en gros, bah, expliquer qu'on a besoin des object files, mais que dans les object files, en fait, il y a un élément qui est incorporé, déjà depuis un petit moment d'ailleurs, bah, c'est le fait qu'il y ait déjà les header files. Du coup, je peux mettre ça comme ça. Je vais mettre un output, donc je fais le tiret O pour qu'il s'appelle programme, comme ça j'ai ça. Et alors là, si vous voyez, si je rappuie sur entrée, bon bah ça me remet la tabulation. Mais si je refais une deuxième fois, pardon, entrée,
Et ben du coup, je reviens à la ligne comme il faut. Maintenant, le problème, c'est que moi, j'ai envie de faire mon programme, mais j'ai besoin de deux composants, src.o et fonction.o. Sauf que je les ai pas, ces composants. Donc comment je fais pour les faire? Eh ben, je vais faire src.o. Du coup, là, vous voyez, dès que j'ai mis les deux points, c'est devenu ma nouvelle target. Et du coup, de quoi j'ai besoin pour faire mon src.o? Bah, j'ai besoin en fait de mon src.c au minimum. Et après, je pourrais mettre, bah là, j'ai pas de hash particulièrement, mais j'aurais pu le mettre. Mais en gros, là après, je vais lui dire, bah du coup, il faut que tu me génères avec GCC un object files. Donc comment on fait ça? Eh ben, on utilise GCC l'option "-c", src.c. En output, je vais lui dire de bien faire src.o. Maintenant, j'ai besoin aussi de fonction.o. Donc pareil, de nouveau, si j'ai besoin de fonction.o, ça devient une nouvelle target. Tout ce que j'ai besoin, en fait, ça devient des targets. Donc là, pareil, je vais avoir besoin de quoi? Je vais avoir besoin de fonction.c. À partir de là, je vais devoir faire gcc-c fonction.c et en output, je vais lui dire fonction.o. Encore une fois, j'ai pas besoin techniquement de lui préciser les points H, vous pouvez, moi je prends souvent le réflexe de le faire dans, alors pas quand je fais des object files, mais quand je fais juste GCC tout court, la dernière étape, le linker qu'on connaît tous, bah d'habitude je le précise au cas où j'aime bien. Ça sert à rien, mais je vous le dis, mais c'est un réflexe que j'ai pris, mauvais ou bon, je ne sais pas, mais en tout cas je le fais. Donc déjà, bah restons-en là. Quittons Vim, hop, on a enregistré, donc on voit bien que maintenant j'ai bien mon makefile. Je vais supprimer mon programme. Alors, j'ai mon programme de base, je vais le relancer un coup juste pour vous remontrer. Si vous n'aviez pas regardé la vidéo sur les structures, il fait pas grand-chose. En gros, c'était juste pour montrer des exemples, enfin un exemple de mise en place d'une stack. À chaque fois, on mettait dans notre stack avec nos structures, on mettait des lettres et on enlevait, on rajoutait des lettres au fur et à mesure. Donc ça, c'est notre programme de base. Je vais le supprimer, puisque comme ça, il va le régénérer. Et du coup, je vais lui mettre la commande make. Alors attendez, je vais faire un coup de ls pour vous montrer la différence. Donc là, on a tout ce qu'on a présent. Donc on a notre makefile. Et là, je vais lui dire make, la commande make. Et je vais lui dire, bah, tu fais programme. Et alors là, pop, pop, pop. Ah, alors j'ai fait une petite faute de frappe apparemment. Ouais, j'ai mis GCC Gongsion, ça va pas fonctionner. Hop, hop, et du coup là cette fois on recommence, et là cette fois c'est bon. Il m'a bien fait en fait la commande. Alors comme il l'a fait en deux fois, la première fois il me montre bien qu'il a fait la commande GCC src src.o. Et ensuite, c'est là où il a bloqué, donc il a fait, bah, ça n'a pas marché. Mais du coup, il avait déjà créé src.o. Donc quand j'ai fait ma petite modification de par Vim de Makefile, j'ai fait de nouveau Make Programme. Vous voyez que déjà ici, il n'a pas de nouveau fait une modification en tout cas sur mon fichier src. Il a juste fait fonction.o. Il a juste fait cette ligne-là. Parce qu'en fait, il avait déjà fait SRC. Donc il n'a pas besoin, il s'embête pas de le refaire. Et ensuite, il a fait finalement l'utilisation de src.o et fonction.o, puisque ça y est, il avait les deux fichiers, et il a créé notre programme. Donc si je fais ls, qu'est-ce que je vois qui a été rajouté? Je vois que j'ai bien mon programme, je vois que j'ai bien aussi src.o et fonction.o. Donc là, si j'essaye de retourner dans mon programme, hop, bah, ça me fait la même chose de nouveau. Si là, par exemple, je vais modifier src.c, imaginons. Vous voyez, donc bon, ça c'était dans la vidéo qu'on avait fait sur la stack pour montrer des choses, etc. C'était cool. On va mettre ça en commentaire, donc on va changer ça. Je vais sauvegarder WQ, hop. Et donc du coup, là, j'ai modifié quoi? J'ai modifié juste le src. Donc si je refais make programme, donc qui est ma target, eh bien, vous voyez, pareil, il n'a pas été régénérer fonction.o, il l'a juste utilisé pour faire le programme, mais il n'y a pas touché.
Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, moi, j'ai pas touché, j'ai fait aucune modification à fonction.h.c ou .o. Donc on s'en fiche. Donc du coup, lui, il a compris automatiquement, en regardant bah, les mises à jour, quand est-ce que la dernière fois j'ai touché au fichier, et ben du coup, il s'est dit, ok, bah en fait, la seule chose qui a changé, c'est src.c et le src.o. Donc je vais juste faire ça, le minimum, je fais juste vraiment le minimum pour pouvoir refaire le programme. Et si je relance mon programme, bah, maintenant il va y avoir, oups, pardon, décidément, il va y avoir une ligne en moins. Avant, il y avait une ligne en plus, il y avait un printf en plus, etc. Bah ça, il n'y a plus. Il n'y a plus que ça. Ok. Du coup, maintenant, si on retourne dans notre makefile, on peut se dire, bon, bah c'est bien sympa, mais moi, je m'en fous des fichiers .o, ça fait beaucoup de choses. Donc du coup, à partir de là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une règle clean. Hop. Et je vais lui dire que tu me supprimes RM. euh, alors déjà, il va avoir besoin de choses. Je peux lui dire tous les points hauts. Hop, pardon. Hop, tous les points hauts. Et tu vas me RM tout ce qui est en point haut, par exemple. Donc je vais faire hop, WQ. Je vais faire make clean. Alors attendez, je refais un petit ls pour vous montrer. Donc on a bien des fichiers en point haut. Si je fais make clean, il me supprime bien tout ce qui est avec le wildcard en point haut. Et si je fais ls, bah, je vois la différence entre ici et ici. C'est que là, j'ai plus fonction.o et j'ai plus src.o. Mais j'ai toujours mon programme qui bouge pas. Et je peux refaire à chaque fois make. Ok. Maintenant, on peut se dire, bon bah en fait c'est pas mal, mais c'est quand même pas terrible parce que au final je dois faire make programme. Et après, je dois faire make clean parce que du coup, ici, j'ai de nouveau mes fonctions.o et je dois faire make clean à chaque fois. Puis si je refais make programme de nouveau, bah, à chaque fois, j'ai des choses qui sont faites mais qui ne servent à rien, quoi. Donc du coup, c'est là où la règle all, elle peut être sympa. Si je fais vim makefile, hop, donc ici, je vais laisser un petit peu d'espace, je vais créer ma règle all. Et donc dans ma règle all, je dois lui dire des targets. Et mes targets, ça va être quoi? Ça va être programme et ça va être clean. Est-ce que j'ai besoin de quelque chose d'autre? Je ne crois pas. Puisque là, en gros, hop, je vais lui dire de faire. Alors, je vais supprimer programme exprès. Hop, voilà, comme ça, j'ai plus de programme, vous voyez. Si je fais ls, j'ai plus de programme. Je vais lui dire juste make tout court. Et du coup, lui, il a refait. Alors, comme il y avait déjà les fonctions .o, bah, il a juste repris fonction.o, src.o. Donc, il ne s'est même pas embêté à recompiler à partir des fonctions .c les points O, puisqu'ils étaient déjà existants. Par contre, il a tout de suite clean et il les a refait, entre guillemets, enfin, il les a supprimés. Donc là, si je fais ls, j'ai bien mon programme, mais j'ai plus mes fichiers en .o. Et du coup, ça m'a permis bah, de gagner du temps, pas avoir à faire plusieurs commandes, etc. Je m'embête pas là-dessus. Donc voilà, c'est un peu les bases de Makefile. Après, je sais qu'il y a plein d'autres commandes, je sais aussi qu'il y a d'autres choses au-delà des wildcards, mais je vous recommande une ressource que je vous mettrai en description, qui est Makefile Tutorial, que quelqu'un a fait sur GitHub, il y a plein de ressources dedans, il y a plein de choses, qui est vraiment top. Donc si vous avez besoin de creuser un peu plus, bah, allez là-dessus. Sinon, c'est déjà très bien. C'est déjà le minimum pour survivre, on va dire, avec Makefile. Si cette vidéo vous a plu, vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça aide toujours. Si vous voulez suivre la chaîne, même si on ne parle pas forcément tout le temps de programmation, mais plus de sécurité informatique, de CTF particulièrement, bah, n'hésitez pas non plus à lâcher un petit follow, un petit commentaire, etc. Ça aide, donc n'hésitez pas. Et je vous remercie déjà premièrement, et je vous dis à bientôt.